Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va corriger les exercices sur les espaces Hilbertiens. Donc on commence tout de suite avec un produit scalaire sur R2 crochet X. Alors déjà, je vous rappelle que R2 crochet X, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble avec à l'intérieur des polynômes de degrés inférieur ou égal à 2 à coefficient dans R. Okay, donc par exemple 2x carré moins x plus 1, x moins 10 ou je sais pas moi 4. Voilà, ça c'est les polynômes de degré plus petit que 2 à coefficient réel. Coefficient réel, ça veut dire que les nombres qui apparaissent ici sont des nombres réels. Par exemple, x carré plus i est bien de degré 2, mais est à coefficient complexe. Ici, j'ai un nombre complexe, donc voilà, c'est pas un élément de R2 crochet X. Ensuite, donc ça c'est pour la définition de R2 crochet X, je dois montrer que c'est un produit scalaire. Alors il faut que vous revoyiez le cours, mais il y a plusieurs choses à démontrer. La première, c'est qu'effectivement, l'application est à valeur réelle. Alors, là, ce qu'on dit, c'est que pour tout P et Q appartenant à R2 crochet X, on a phi de P qui appartient à R. C'est une condition pour les produits scalaires. Alors, dans le cours, on l'a vu avec un espace E ici. On n'avait pas utilisé P et Q. Quand on a un espace vectoriel E, les vecteurs de E, on les note X et Y en général. Et c'est vrai que dans le cours, on a utilisé un produit scalaire. En général, le produit scalaire, on le note toujours de cette façon-là, avec des crochets comme ça. X scalaire Y. Et il faut vérifier absolument que l'espace d'arrivée soit R. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que phi de PP, qu'est-ce que c'est ? Enfin, phi de PQ, pardon. C'est la somme P de K, Q de K. Et quand j'évalue un polynôme en un point, bon, alors en l'occurrence c'est 0, 1 ou 2, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir c'est les coefficients qui vont intervenir. Par exemple, si j'ai x carré plus x plus 1, qu'est-ce que ça fait P de K ? Bah, ça fait K carré plus K plus 1. Donc, bon, bah voilà, c'est bien un nombre réel. Alors, donc c'est une somme de nombres réels, donc ça appartient à R. Voilà. Pas d'autre chose à dire. Ensuite, on va vérifier la symétrie. C'est quoi la symétrie ? C'est le fait de dire que quand je calcule phi de PQ, alors là je note phi de PQ, mais encore une fois dans le cours, on l'a noté avec des crochets PQ, mais peu importe. Il y a plusieurs façons de noter un produit scalaire. La façon qu'on utilise pour énoncer tous les résultats du cours, c'est avec les crochets. Mais vous pouvez avoir, comme l'exemple 1, définir un produit scalaire à l'aide d'une fonction qu'on appelle phi. Mais peu importe. Qu'est-ce que c'est que Comment on va démontrer la symétrie ? C'est le fait de dire que phi de PQ, c'est en fait phi de QP. Alors pourquoi c'est vrai ? Alors par définition, ça fait la somme des k égale 0 à 2 de P de K, Q de K. Ça, c'est des nombres réels. Je peux les échanger. Okay, 2 fois 3, c'est 3 fois 2. Mais plus généralement, quand j'ai x fois y, c'est y fois x. Pour tout x, y réel. Donc quand j'ai deux nombres réels, je peux les permuter. Donc ça va me donner la somme Q de K, P de K. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Bah, ça, par définition, c'est phi de QP. Donc, mon produit scalaire, mon application phi est ce qu'on appelle symétrique. C'est quelque chose d'obligatoire à vérifier. Et il faut le faire dans cet ordre-là. D'abord, vérifier que ça a valeur réelle. Ensuite, vérifier que l'application phi est bien symétrique. Et là, on va passer à la linéarité. Il y a deux types de linéarité à bord. Il y a la linéarité par rapport à la première variable, qui consiste à dire que phi de lambda P1 plus
P2, virgule Q, c'est lambda phi de P1, virgule Q, plus phi de P2, virgule Q. Ça, c'est ce qu'on appelle la linéarité par rapport à la première variable. Alors, vous le voyez bien, puisque c'est surtout la première variable où il va se passer quelque chose. Vous voyez, là, le lambda est sorti, P2 ici. Par contre, qu'est-ce qui se passe pour Q? Il ne bouge pas, il ne s'est rien passé. La deuxième variable, on n'y touche pas. C'est que la première variable. Donc, c'est ce qu'on appelle la linéarité par rapport à la première variable. En fait, on devrait démontrer deux types de linéarité. La linéarité par rapport à la première variable et la linéarité par rapport à la deuxième variable. Mais, étant donné que mon application phi est symétrique, on va démontrer simplement la linéarité par rapport à la première variable. C'est pour cette raison qu'on démontre juste la linéarité par rapport à la première variable. Alors, on fixe P, P1, P2, Q dans R2 crochet X. Et lambda un nombre réel. Alors, calculons phi de lambda P1 plus P2, virgule Q. Par définition, c'est la somme des k égale 0 à 2 de lambda P1 plus P2 évalué en k multiplié par Q de k. Maintenant, quand j'évalue un polynôme en un point, quand j'évalue une somme de polynômes en un point, l'évaluation en k, je l'évalue pour chacun des deux, d'accord? C'est comme avec les fonctions. Quand j'ai f plus g que je l'évalue au point 2, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça me fait f de 2 plus g de 2. C'est pareil pour les polynômes. Si j'ai deux polynômes et que je les évalue en, je sais pas, 7 par exemple, ça fait p de 7 plus q de 7. Okay, bon, là, c'est pareil, sauf que je l'évalue en k. Donc, ça fait lambda P1 évalué en k plus P2 évalué en k. Alors, je l'écris. Ensuite, je peux séparer en deux sommes. C'est ce signe plus qui me permet de séparer en deux sommes. Alors, la première, ça va me faire... Vous voyez, le lambda, je l'ai sorti de la somme, étant donné qu'il ne dépend pas de k. Voilà, donc je sépare en deux sommes. Et une fois que c'est fait... là, je suis assez content parce qu'en fait, je reconnais dans la première somme que c'est précisément phi de P1Q. Et la deuxième somme, c'est phi de P2Q. Voilà, donc... donc, phi est linéaire par rapport à la première variable. En fait, c'est toujours un petit peu long de rédiger tout ça, mais ça doit être mécanique. Vous devez exactement savoir comment procéder. Et donc là, en théorie, on devrait démontrer la linéarité par rapport à la deuxième variable. Mais l'application phi est symétrique, c'est pour ça qu'on l'a démontré avant. Donc là, vous dites, par symétrie de phi, non, on va mettre juste par symétrie, phi est également, donc l'application que je regarde, elle est également linéaire par rapport à la deuxième variable. Ensuite, je dois démontrer autre chose. Je dois démontrer que phi de P est positif ou nul. Alors, je calcule phi de P, virgule P. Ça fait la somme des P de K au carré. Donc, c'est bien une somme de termes positifs ou nuls. Et une somme de termes positifs ou nuls, me donne quelque chose de positif ou nul.
Donc, phi est positive. C'est ce qu'on appelle la positivité. Et ensuite, on doit vérifier le caractère défini. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si je fixe un polynôme, je m'intéresse à l'égalité phi de pp égale 0. Qu'est-ce que ça me fait? On a vu que ça faisait que la somme des p de k au carré est égale à 0. Une somme de termes positifs ou nuls est nulle si et seulement si chacun des termes est nul. Donc, quand je dis chacun des termes est nul, c'est-à-dire le terme pour k égale 0 est nul, le terme pour k égale 1 est nul, le terme pour k égale 2 est nul. Donc pour tout k dans 0, 1, 2, p de k au carré est égal à 0. Ceci est encore équivalent à dire que pour tout k appartenant à 1, à 0, 1, 2, un nombre au carré est nul si et seulement si le nombre en question est nul. Donc p de k égale 0. Et là on dit, et c'est l'étape cruciale en vérité de cet exercice, et là on dit, en fait p c'est le polynôme nul. Alors pourquoi? En effet, c'est un argument hyper classique. L'argument consiste à dire, si j'ai un polynôme de degré plus petit que n qui a strictement plus de n racines, alors il est nul. Moi, je travaille avec un polynôme de degré plus petit que 2. Combien il y a de racines? Il y a 0 qui est racine parce que p de 0, ça fait 0. Ensuite, il y a 1 qui est racine parce que p de 1, ça fait 0. Et puis, il y a aussi 2 qui est racine parce que p de 2, ça fait 0. À chaque fois, les racines sont différentes. 0 est bien différent de 1, qui est bien différent de 2. Donc, j'ai trouvé 3 racines distinctes et mon polynôme est de degré 2. Donc, c'est forcément le polynôme nul. Je ne peux pas avoir plus de racines que le degré. C'est impossible. À part pour le polynôme nul. Alors, en effet, P est un polynôme de degré, on va dire, au maximum 2, possédant 3 racines distinctes. Possédant 3 racines distinctes. Voilà. Donc c'est forcément le polynôme nul. Finalement, l'application phi est un produit scalaire, et dit comme ça ne veut rien dire, il faut toujours préciser l'espace vectoriel avec lequel vous travaillez, est un produit scalaire sur R2 crochet X. R2 crochet X étant l'espace vectoriel avec lequel je travaille. Alors on va peut-être mettre une petite couleur de remplissage, tac. Alors, l'autre. Alors ici, ça arrive très souvent que des inégalités, alors à part quand on travaille en analyse, mais quand on travaille en algèbre, et qu'on doit prouver des inégalités, qu'il y a des racines carrées, ou des modules, ou voilà, ce genre de choses, on pense à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, je vous laisse le revoir, mais ce qui est important, c'est de connaître l'inégalité de Cauchy-Schwarz. La voici. Ça, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz générale, avec un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Ici, le produit scalaire, je l'ai noté de cette façon. J'aurais pu le noter avec la lettre phi. Alors, avec les notations d'avant, qu'est-ce que ça aurait fait? Ça aurait fait phi de x, y. Mais peu importe, la notation qu'on a utilisée, nous, dans le cours, c'est avec des crochets. C'est d'ailleurs la notation qu'on utilise très souvent. La question que vous devez vous poser, c'est avec quel produit scalaire je vais utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Tout dépend avec quel espace vectoriel vous travaillez. Donc ça serait pas mal déjà d'identifier l'espace vectoriel avec lequel vous travaillez, et ensuite, une fois que vous l'avez identifié, quel est le produit scalaire.
Vous voyez par exemple, si E est égal à... Si c'était R2 par exemple, et que vous voulez écrire l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans R2, eh bien du coup ça sera un produit scalaire avec deux vecteurs. Et quel est ce produit scalaire? Alors ça dépend. Si U est un vecteur de coordonnées xy et V est un vecteur de R2 de coordonnées x', y', eh bien le produit scalaire qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle produit scalaire canonique, c'est le produit scalaire le plus simple possible. Il y en a plein d'autres en fait, hein, mais canonique voulant dire le plus simple possible, c'est x plus y'. Ça, c'est dans le cas où vous travaillez avec R2. Mais ici, l'inégalité qu'on nous demande de démontrer, des nombres, il y en a n carré. Et là, on se dit à n carré nombre, qu'est-ce qui peut posséder n carré nombre? Une matrice de taille n. Si vous prenez une matrice A de coefficient AIJ, combien y a-t-il de coefficients en vérité? Eh bien, il y en a n carré. Donc, on pense aux matrices et on se dit, peut-être que l'espace vectoriel avec lequel je travaille, c'est un espace de matrice. Alors, donc là, on se dit, a priori, ça a peut-être une chance d'être les matrices. Et puis c'est bien, mais maintenant, il faut déterminer le produit scalaire. Alors, si j'ai deux matrices, quel est le produit scalaire? Alors, dans le cours, non, on ne l'a pas vu dans le cours, mais il y est dans la fiche méthode et dans un exercice du TD. Un produit scalaire classique sur les matrices, c'est le suivant, c'est trace de transposée de A fois B. Alors, la première chose, c'est que je vous invite déjà seul à essayer de démontrer que c'est effectivement un produit scalaire. Donc, vous devez démontrer que tous les trucs qu'on a démontrés avant, le fait que ça appartient bien à R, quand vous faites A scalaire B, ensuite le caractère symétrique, A scalaire B est égal à B scalaire A, la linéarité par rapport à la première variable, etc. Toutes les propriétés en fait. Donc, on va utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz avec ce produit scalaire. Alors, rédigeons tout ça proprement. Donc, on se place dans Mn de R. Ça veut dire l'espace vectoriel avec lequel je travaille est Mn de R. Donc, les matrices carrées de taille n à coefficient réel. Muni du produit scalaire défini par de la façon suivante. Pour tout AB appartenant à Mn de R, le produit scalaire de A par B est égal à la trace de la transposée de AB. Voilà. J'ai posé le cadre, maintenant j'applique mon inégalité. Alors, je fixe d'abord une matrice, soit A, je prends une matrice de coefficient AIJ appartenant à Mn de R, et je dis qu'on applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz aux matrices grand A et à la matrice identité. Alors peut-être que là vous auriez une indication si c'est un exercice d'oral, on vous aurait demandé est-ce que vous connaissez un produit scalaire sur les matrices? Ensuite on vous aurait demandé est-ce que vous savez démontrer que c'est effectivement un produit scalaire? Essayez d'appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz avec la matrice A et la matrice identité. Alors là qu'est-ce que ça fait? Quand je dis appliquer avec la matrice A et la matrice identité, ça veut dire que A, je le mets ici, bon c'était déjà A en fait, et B, je le mets ici. Donc là-dedans, je garde la matrice A, et ici, je ne mets pas la matrice B, je mets la matrice identité. D'accord? Et donc, on écrit ce que ça fait. Voilà, on va écrire ce que ça fait, l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans ce cas-là. Alors, donc en appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz avec ça, on obtient que la valeur absolue du produit scalaire entre A et l'identité, là j'écris vraiment le produit scalaire, j'écris vraiment l'inégalité de Cauchy-Schwarz avec ces deux matrices, ça fait quoi? Ça fait la norme de l'identité multipliée par la norme de A. Qu'est-ce que ça veut dire norme de l'identité? Il faut toujours se référer au cours. La norme,
de base, quelle est la norme d'un vecteur? La norme d'un vecteur, c'est la racine carrée de x scalaire x. Ok, ça c'est le cours. Ensuite, quel est le produit scalaire ici? Bah, dans le cours, on met des crochets pour dire produit scalaire, mais dans notre cas particulier, on a un produit scalaire qui est bien précis, c'est le produit scalaire avec des matrices. Donc, vous voyez ici, on ne travaille pas avec... les matrices, on les appelle plutôt grand A, grand B, grand M, grand N. On ne va pas les appeler X. Donc là, on a A, là on a A. Et ensuite, qu'est-ce que ça fait du coup A scalaire A? Bah, c'est la trace de transposée de A fois A. Ça, c'est la définition du produit scalaire avec les matrices. Donc ça, c'est la norme d'une matrice, en utilisant le produit scalaire qu'on a défini précédemment. Donc maintenant, on va calculer la norme de l'identité. Alors... on va réécrire cette inégalité un petit peu. On a ça avec, premier point, que vaut A scalaire l'identité. J'utilise la définition du produit scalaire avec les matrices. Alors c'est quoi? C'est la trace de transposée de A fois l'identité. Multiplier une matrice par l'identité, ça revient à ne rien faire. C'est comme multiplier un nombre réel par 1 ou ajouter à un nombre réel 0. C'est pareil, en fait c'est l'élément neutre pour la multiplication. Alors, transposée de A. Et la trace de la transposée, bah, c'est la trace de A, en fait. Puisque la trace, c'est quelque chose qui se lit sur la diagonale. Et y appliquer la transposée, ça ne change rien. Donc la trace de la transposée, c'est la trace de la matrice de départ. Et donc la trace de A, qu'est-ce que c'est par définition? C'est la somme des AII. Voilà. Ensuite, on a ça. Ensuite, on a la norme de l'identité. Qu'est-ce que c'est? C'est par définition, c'est la racine carrée de identité scalaire identité. Donc c'est par définition du produit scalaire. Identité scalaire identité, ça fait quoi? Ça fait trace de transposée de identité fois identité. La trace de l'identité, c'est l'identité. Et donc au final, à l'intérieur de la racine carrée, j'ai la trace de l'identité. La trace de l'identité, c'est la somme des coefficients diagonaux de la matrice identité. Donc c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois. Donc j'obtiens racine de n. Ensuite, quelle est la norme de A? Alors, donc on fait le même principe, c'est la trace de la transposée de A fois A. Et alors, si vous regardez bien, si vous calculez un petit peu ce que ça fait le produit ici, le coefficient diagonal de cette matrice que je viens d'entourer, les coefficients diagonaux de cette matrice sont de la forme somme des AIJ. Ça, je vous laisse le regarder. C'est simplement un produit de matrice. Ce produit de matrice, vous pouvez, quand vous avez un produit de matrice A fois B, et que vous posez la question quel est son coefficient en position IJ, eh bien, il y a une formule pour ça. Somme des AIK BKJ. Ça, c'est une formule à reconnaître par cœur. Pour K allant de 1 à N. Si vous appliquez cette formule-là, en remplaçant A par transposé de A et en remplaçant B par A, je vous laisse modifier ces coefficients qui vont changer, évidemment, et ça va vous permettre, une fois que vous avez fait ça, de regarder le coefficient en position II. Ok? Et vous prenez sa somme. Vous prenez sa somme parce que le coefficient II correspond au coefficient de la diagonale. Vous allez obtenir ici somme des I égale 1 à N, somme des J égale 1 à N, de AIJ au carré. Et donc, cette inégalité, je la réécris et je vais obtenir directement le résultat.
obtenir directement le résultat. D'après étoile, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait que... alors, ça nous fait que somme des AI en valeur absolue est plus petite que racine de n multipliée par la somme, alors avec une racine carrée, hein, la somme de AIJ au carré. Alors c'est une double somme, bon je vais l'écrire avec deux sommes différentes, je ne sais pas comment je l'avais écrit dans l'exemple. D'ailleurs dans l'exemple il y a une petite erreur, excusez-moi, hein. C'est pas tout à fait I égale 1, c'est IJ est égal à 1. C'est-à-dire que c'est une double somme, hein. Il y a une petite erreur ici, excusez-moi. Là, I égale 1 à n, J égale 1 à n de AIJ au carré. C'est exactement pareil, hein. Écrire ça ou écrire ça, c'est exactement pareil. La deuxième façon est juste une façon plus condensée, mais la définition, c'est que ça fait une double somme en fait. Donc voilà, l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée à un espace bien particulier et un produit scalaire bien particulier nous donne en fait le résultat. Alors on va peut-être mettre comme ça. Voilà. Alors ensuite, on a besoin d'orthonormaliser une base. Alors, je vais suivre vraiment la méthode, c'est-à-dire que suivez pas à pas avec moi la méthode. L'idée consiste, peut-être je vous dis brièvement, mais en gros, on va regarder dans le fond ce qui se passe. J'ai deux vecteurs. Le problème, c'est que ces deux vecteurs ne sont pas de longueur 1 et en plus, ils ne sont pas perpendiculaires. Et c'est souvent très pratique de travailler avec ce qu'on appelle une base orthonormée, c'est-à-dire des vecteurs qui ont tous même longueur, égaux à 1, et en plus qui sont tous perpendiculaires entre eux. Regardons le cas avec deux vecteurs. Là, j'ai deux vecteurs, V1 et V2. J'ai envie de l'orthonormaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver d'autres vecteurs à partir de ceux-là, de V1 et V2, en trouver d'autres qui soient, eux, de longueur 1, et qui soit perpendiculaire. Alors, comment on fait? Eh ben, on s'attaque à V1. V1, en fait, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Il est plutôt bien. Le problème, c'est qu'il n'est pas forcément de longueur 1. Alors, soit on le rétrécit, soit on l'agrandit. Mais bon, là, dans ce cas-là, en général, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va en considérer un vecteur. L'autre vecteur, ça sera V1 sur norme de V1. En fait, diviser un vecteur par sa norme vous permet d'obtenir un nouveau vecteur qui, lui, est de longueur 1. Donc le vecteur en rouge, que j'appelle E1, eh bien, lui, il est de longueur 1, donc ça sera le premier vecteur qui va constituer ma base. Et après, il faut en trouver un autre. Alors l'autre, quelles sont les contraintes? Je dois trouver un autre vecteur qui est perpendiculaire au vecteur rouge et qui est de longueur 1. En fait, là, vous voyez que vous avez deux choix possibles. Vous avez soit celui-là, soit celui-là. Alors, lequel on prend? En général, on prend le plus simple dans les calculs. Sinon, ça n'a pas trop d'importance. Ça dépend ce qu'impose l'énoncé. Mais bon, là, vous avez deux choix. Alors là, dans cet exemple, moi, je vais prendre celui d'en haut. Donc, visuellement, on prendra cela. Et là, je crée une autre base. Alors, en fait, il se trouve que E1, E2, c'est encore une base. Et il y a toute une façon de déterminer avec des calculs l'expression de E1 et de E2. Mais visuellement, ça correspond à ça. J'ai deux vecteurs, ils ne forment pas une base orthonormale. Je me débrouille pour fabriquer deux nouveaux vecteurs qui, eux, sont de longueur 1 et perpendiculaires. Alors là, dans notre exemple, il ne faut pas trop se faire des nœuds à la tête. Ce n'est pas parce que je travaille avec des fonctions que ce n'est pas des vecteurs. Vous voyez ici, on travaille avec E, c'est l'ensemble des fonctions.
continue de l'intervalle moins 1 à valeur réelle. Ce qu'on appelle vecteur, contrairement à ce que vous pouvez penser, un vecteur, c'est pas forcément quelque chose qui ressemble à ça. Un vecteur, c'est un élément d'un espace vectoriel. Et à partir du moment où on a compris ça, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent, parce que ici, par exemple, grand E, c'est un espace vectoriel, parce que l'ensemble des fonctions est un espace vectoriel, même si on rajoute la continuité, peu importe, c'est un espace vectoriel. Et donc, si je prends un élément de E, c'est un vecteur. Mais même si, là, ça va être des fonctions, V1, V2, V3, mais peu importe, c'est un élément d'un espace vectoriel, donc c'est un vecteur. Et donc, vu que c'est un vecteur, et que j'ai un élément d'un espace vectoriel, vous pouvez lui appliquer tous les théorèmes du cours qu'on a vus dans un cadre très général avec n'importe quel espace vectoriel. Donc on va orthonormaliser cette famille de vecteurs. Il se trouve que en fait, les vecteurs sont des fonctions, mais peu importe. C'est des éléments d'un espace vectoriel. Alors, pour le premier, on va prendre V1. Il n'est pas forcément de longueur 1, alors je vais le diviser par sa norme. Donc on va poser E1, ça sera quoi? Ça sera V1 divisé par norme de V1. Alors qu'est-ce que ça fait? Non, je vais être un petit peu plus rigoureux, je vais poser pour tout, parce que c'est une fonction que je pose, faut faire quand même attention, pour tout t appartenant à moins 1, 1, je vais considérer une fonction, la fonction elle s'appelle E1, et pour définir cette fonction, je la définis en tout point. Et E1 de t, qu'est-ce que c'est? Ça fait V1 de t divisé par, je vais diviser par sa norme, en fait. Donc là, on va calculer la norme. Alors, la norme de V1. V1 de t, qu'est-ce que c'est? C'est 1 divisé par la norme de V1. La norme de V1, c'est quoi? C'est racine carrée de l'intégrale entre... C'est racine carrée de... alors, je rédige tout. De V1 scalaire V1. Voilà, ça c'est la définition de la norme. Donc ça fait 1 divisé par toujours cette racine carrée. C'est quoi V1 scalaire V1? Regardons la définition qu'on nous propose. La définition d'un vecteur scalaire un vecteur, c'est l'intégrale de f de t, g de t, entre moins 1 et 1. Alors, ok. Donc ça fait quoi? Ça fait l'intégrale entre moins 1 et 1 de V1 de t fois V1 de t. Donc 1 fois 1. Et donc vous calculez ça, ça vous fait 1 sur racine de 2. Donc E1, c'est une fonction, et c'est la fonction constante égale à 1 sur racine de 2. Je sais pas pourquoi j'ai mis des S là, mais hop. Fonction constante égale à 1 sur racine de 2. Premier vecteur que l'on considère. Lui, il était très facile. Le premier est toujours très facile. Alors ensuite, donc, on cherche... On cherche ensuite E2. On va le chercher toujours sous la même forme. E2, là je vous invite à voir le cours, tout est détaillé. E2 c'est AE1. On va le chercher sous cette forme-là, plus BV2. Okay, mais pas n'importe comment, les constantes A et B doivent vérifier quand même des choses. Alors, de manière à ce que, comme je l'ai dit, le nouveau vecteur que je construis doit être perpendiculaire au précédent, et en plus, il doit être de longueur 1, c'est-à-dire de norme égale à 1. Vous avez deux contraintes. Ces deux contraintes vont vous permettre de trouver la valeur de A et de B. Alors, donc là on écrit, qu'est-ce qu'on a? Alors,
exploitons un petit peu cette contrainte-là. C'est la contrainte que j'ai, E1 scalaire E2 doit être égal à 0. Alors, qu'est-ce que c'est E2 ? E2, j'ai écrit, on a dit que c'était AE1 plus BV2. Là, je vais utiliser la linéarité par rapport à la deuxième variable. Ça fait E1 scalaire E1 plus B E1 scalaire V2 est égal à 0. Ici, je le dis à l'oral juste. Qu'est-ce que ça fait E1 scalaire E1 ? Par définition, c'est égal à la norme de E1 au carré. La norme de E1, bah on a fait en sorte que justement E1, on l'a construit pour qu'il soit de norme 1. Donc ça fait 1 au carré. D'accord ? Donc ça fait 1 en fait. Donc le morceau E1 scalaire E1, il fait simplement 1. Ok ? N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous n'avez pas trop suivi. Si je veux juste pas trop surcharger tout ce que j'écris. Pareil, là on sait pas trop ce que ça fait. Hein. Enfin, on pourrait le calculer. On va le calculer d'ailleurs après. Donc ça nous fait ça. Et puisque... Alors c'est autour de E1 scalaire V2. On est en train de calculer ce terme-là qui apparaît. Alors E1 scalaire V2, je le calcule, c'est quoi? C'est l'intégrale entre moins 1 et 1 de E1 de t fois V2 de t. C'est égal entre moins 1 et 1. Alors E1 c'était 1 sur racine de 2 et V2 c'est t. Donc ça fait 1 sur racine de 2. La constante, évidemment, je la sors de l'intégrale parce qu'elle ne dépend pas de t. Il va rester simplement l'intégrale de t. Je connais une primitive, c'est t carré sur 2. T carré sur 2 entre moins 1 et 1. Je prends les valeurs t carré sur 2 entre moins 1 et 1. En fait, ça va faire 0 parce que la valeur en 1 va vous donner 1,5 et la valeur en moins 1 va vous donner 1,5. Mais on soustrait les deux, donc ça fait 0. Voilà. Donc en fait, la contrainte qu'on avait imposée, la fameuse contrainte, le vecteur que je construis doit être perpendiculaire au précédent, nous donne A égale 0. Pour quelle raison? Parce que le membre, ici, on vient de montrer qu'il était nul. Hein. Donc ça fait A égale 0. Ça fait A égale 0. Donc, pour le moment, E2, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que E2 était égal à B fois V2. Maintenant, on exploite la condition. L'autre condition, l'autre contrainte, c'est mon vecteur E2 doit être de norme 1. Alors, j'écris la contrainte. E2 est de norme 1 si et seulement si BV2 est de norme 1. Si et seulement si. Alors là, c'est une propriété du cours. La norme d'une constante, d'un scalaire fois un vecteur, qu'est-ce que ça fait? Ça fait le module de cette constante fois la norme de ce vecteur. En fait, vous avez le droit de sortir une constante, enfin un scalaire de la norme, à condition que vous la sortez avec une valeur absolue. Enfin, une norme, ça dépend si c'est un complexe ou un réel. Voilà. Donc là, je peux sortir ce B là. Je peux le sortir, mais il faut le sortir avec... Alors, étant donné que B est un nombre réel, je peux le sortir avec une valeur absolue. Et donc, la norme de V2, je vais peut-être le calculer à part. La norme de V2, c'est quoi? Alors, je vais la calculer au carré. Parce que, bon, je peux très bien ne pas la calculer au carré, ça me fait la racine carrée d'un truc. J'ai pas envie d'écrire la racine carrée, donc autant le calculer au carré, puis après je simplifierai. Alors, ça fait V2 de t fois V2 de t, donc ça fait t carré. Une primitive, c'est t cube sur 3, entre moins 1 et 1. Alors, en 1, ça va faire 1 tiers, et en moins 1, ça va faire moins 1 tiers, mais vu qu'il y a un plus, ça fait 2 tiers. Ok. Et donc, alors, je vais essayer vraiment de simplifier.
au maximum, là ça fait racine carrée. Et donc là ça va faire voilà, je vous laisse faire les calculs, mais ça fait racine de 2 tiers. Ça fait racine de 2 tiers, donc la valeur absolue de B sera égale à racine de 3 demi. Et vous voyez que là, vous avez deux choix différents pour B. Vous pouvez prendre par exemple B égale racine de 3 demi, ou vous pouvez prendre B égale moins racine de 3 demi. Alors ça se manifeste par le truc qu'on avait vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait dit, on avait deux choix différents. Vous vous rappelez, quand on avait les vecteurs V1 et V2, et que je construisais V1 en prenant simplement V1 mais rétréci, et que le deuxième vecteur que je voulais choisir, que je voulais construire, soit c'était lui, j'avais deux choix possibles. Et bien là, ça se manifeste par les deux valeurs différentes que peuvent prendre B. Et donc, si B peut prendre deux valeurs différentes, E2 peut donc prendre deux valeurs différentes. Ça peut être deux vecteurs différents. Et ça, là, on le voit très bien sur le dessin qu'on a vu tout à l'heure, même sur celui-ci. On prend lequel, celui du haut ou celui du bas? Bon, peu importe. Hein. Nous, on va prendre celui qui est positif. On va prendre la valeur de B positive. Alors là, il faut bien rédiger. Vous dites, prenons, par exemple, B égale racine de 3 demi. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que E2 de T, c'est racine de 3 demi multiplié par T. Voilà, ça c'est ma fonction. Fonction que je cherchais. Alors, il faut maintenant trouver E3. Alors, pour E3... alors, on cherche ensuite E3 sous la forme... Alors, c'est toujours pareil. C'est les deux que vous avez construits avant, AE1 plus BE2, et l'autre de la base de départ qui correspond au même indice. Donc là, c'est l'indice 3, donc ça sera V3. Ok ? Si vous regardez, pour E2, c'est la même logique. Hein. J'ai pris celui d'avant que j'avais construit, et j'ai pris l'indice qui correspondait à celui de la base de départ. Hop, alors je vais mettre du noir maintenant, le rouge ça sert à rien. Donc on le cherche avec une constante ici, sous cette forme-là. Mais évidemment, les constantes, on ne prend pas n'importe quelle constante. De manière à ce que... j'ai trois constantes, donc a priori, ce serait logique que j'ai trois conditions. Et oui, c'est logique, parce que le nouveau vecteur que je considère, il doit être perpendiculaire au premier. E1 scalaire E3 est égal à 0. Il doit être perpendiculaire au deuxième. Et il doit en plus être de longueur 1. Voilà, ces trois conditions vont me permettre de trouver A, B et C. Là, je vais peut-être aller un peu plus vite dans les calculs, hein, vu qu'on l'a déjà fait une fois. Alors, on a alors... Je vais écrire la première contrainte. La première contrainte, c'est E1 scalaire E3 est égal à 0. Ça me fait... Je vais écrire ce que c'est E3. Donc E3, c'est AE1 plus BE2 plus CEV3. Ça va me faire, en utilisant la linéarité par rapport à la deuxième variable, ça va faire E1, AE1, E1, plus B, E1, E2, plus C, E1, V3 est égal à 0. Lui, il vaut toujours 1. Et E1 scalaire
et E1 scalaire E2, bah, ça fait 0 par construction. On a construit E2 de telle façon à ce qu'il soit perpendiculaire à E1. Donc ça fait 0. Et donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait A plus C multiplié par E1 scalaire V3 est égal à 0. Alors je vais donc calculer E1 scalaire V3. E1 scalaire V3, qu'est-ce que ça fait? Ça fait... Le chat qui fait un peu de bruit. Alors E1 scalaire V3, ça fait l'intégrale entre moins 1 et 1. E1 c'est quoi? C'est 1 et V3 c'est T... non, c'est 1 sur racine de 2. Et V3 c'est T carré. C'est ça que je dois calculer. Donc je sors la constante et immédiatement je fais une primitive de T carré qui est T cube sur 3 entre moins 1 et 1. Et donc la valeur 1 va faire 1 tiers, la valeur moins 1 va faire moins 1 tiers. Donc on aura 2 tiers fois 1 sur racine de 2. Donc E1 scalaire E3 est nul si et seulement si. Alors je remplace du coup la valeur de B que je viens de trouver. Enfin pas la valeur de B, la valeur de E1 scalaire V3. Donc ça fait A plus, on avait dit 2 sur 3 racine de 2 fois C est égal à 0. Et donc petit a, on le connaît. Petit a c'est moins 2C sur 3 racine de 2. Alors, de la même manière, je vais exploiter l'égalité E1, ou plutôt E2 scalaire E3. Je vais exploiter cette égalité avec 0, enfin, je vais exploiter l'égalité que E2 scalaire E3 fait 0. Ceci est équivalent en utilisant la linéarité par rapport à la deuxième variable. Ça va faire A E2 scalaire E1 plus B E2 scalaire E2 plus C E2 scalaire V3. Et donc, je simplifie un petit peu. Ces vecteurs sont perpendiculaires, donc ça fait 0. E2 scalaire E2, bah, je l'ai construit pour qu'il soit de norme 1. Et E2 scalaire E2, ça fait norme de E2 au carré, c'est-à-dire 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc je vais avoir B plus C E2 scalaire V3. Alors maintenant je calcule E2 scalaire V3. Alors E2, qu'est-ce qu'on avait trouvé? C'était racine de 3 demi fois T. Racine de 3 demi fois T. Et V3 c'est T au carré. Le racine de 3 demi, je peux le sortir. Ça fait T cube, et donc il faut une primitive de T cube, T4. Bon, en fait, là, je m'embête un peu, mais au final, ce qu'il y a sous l'intégrale, c'est une fonction impaire. Et intégrer une fonction impaire sur un intervalle symétrique, moins 1, 1, c'est symétrique en 0, bah, ça fait toujours 0. Voilà, il suffit de... En fait, ça se voit assez bien, par exemple, avec la fonction... Vous voyez, par exemple, là, si je prends moins 1, 1, vous voyez ici, l'air en vert à gauche
et l'aire en vert à droite, c'est la même, sauf que l'aire sous l'axe des abscisses est comptée négativement. Si vous additionnez les deux, ça va faire 0. C'est pour cette raison que je dis qu'on aurait pu simplifier la vie, mais bon, on va faire comme si on ne l'avait pas vu. T4 sur 4, entre moins 1 et 1. Et là, bah, ça fait 0. Hop, heureusement que ça simplifie la vie. Donc, ce coefficient-là fait 0, donc B égale 0. Voilà, donc le B vaut 0. Mon vecteur E3, pour l'instant, il s'écrit sous la forme. Donc on avait dit que c'était AE1, mais A c'était moins 2C. Mais A c'est moins 2C sur... c'était quoi? Sur 3 racines de 2... sur 3 racines de 2 fois E1, B vaut 0, et puis après j'ai CV3. Alors, je mets un vecteur C, ça fait moins 2 sur 3 racines de 2 E1, plus V3. Et alors attendez, juste 2 secondes. Maintenant, une nouvelle contrainte qu'on n'a pas utilisée, c'était que norme de E3 est égale à 1. Alors, utilisons cette contrainte. Donc là, E3, je sais maintenant quelle forme il a. Ça fait la norme de C fois moins 2 sur 3 racines de 2 E1 plus V3 est égal à 1. C étant une constante, je peux la sortir de la norme à condition que je mette des valeurs absolues. Donc ça fait C fois norme de... Voilà, V3... est égal à 1. Alors, on va calculer un petit peu cette intégrale. Avec... Il faut calculer ce que je viens d'entourer en rouge là. Alors, calculons-le. Je le calcule en mettant tout au carré. Et je repasserai à la racine carrée après, c'est pas très grave. C'est juste que là, ça va m'éviter d'écrire la racine carrée partout. Alors, il faut calculer ça. Donc, c'était quoi E1? E1, c'était 1 sur racine de 2. Donc, ça fait... D'ailleurs, j'aurais pu le simplifier dès le départ, mais... D'ailleurs, je vais peut-être... je vais le simplifier tout de suite. Alors, si je le simplifie... Du coup, je sais que E1, c'est 1 sur racine de 2, donc je simplifie. Ça va faire moins 1 tiers et plus V3. V3 étant la fonction t puissance 2. Okay. Alors, je calcule la norme de ça. Donc, norme de moins 1 tiers plus V3 au carré, c'est l'intégrale entre moins 1 et 1 de moins 1 tiers plus t au carré, le tout au carré dt. Voilà, c'est ça qu'il faut calculer. Donc, je le développe un petit peu. Alors, ça fait moins 1 neuvième, plus t4. Donc là, c'est les termes au carré et le produit croisé. Je fais une primitive. Alors, ça fait 1 neuvième de t plus t5 sur 5
moins 2 neuvièmes de T3 entre moins 1 et 1. Alors, 1 neuvième plus 1 cinquième. Alors, attendez, on va le calculer. Je crois que si j'avais fait le truc, c'était 8 sur 45 que j'avais trouvé. Donc 8 sur 45. Mais je vous rappelle que je l'ai calculé au carré. Et c'est pas la norme au carré qui m'intéresse, c'est la norme tout court. Donc la norme sans le carré, ça fait racine de 8 sur 45. Alors racine de 8, on peut l'écrire comme 2 racine de 2. Et racine de 45, on peut l'écrire comme 3 racines de 5. Voilà. Donc, au final, la contrainte, c'était... Alors, valeur absolue de C. C'était quoi qu'on avait? C'était... Voilà. Donc, valeur absolue de C multipliée par... deux racines de 2 sur 3 racines de 5 est égal à 1. Donc, valeur absolue de C est égale à 3 racines de 5 sur 2 racines de 2. Prenons par exemple, on a deux choix possibles pour C. Prenons par exemple C égale, alors je décide de prendre la valeur de C positive, mais vous pouvez tout à fait prendre la valeur négative, hein, ça ne change rien. Prenons par exemple ce qui donne... Alors, ce qui va donner E3 ma fonction E3 est définie de la façon suivante. C'était C fois la norme de... Alors, 3 racines de 5. 3 racines de 5. Multiplié par moins 1 tiers plus t carré. Voilà. Et donc, alors peut-être qu'on va faire une petite phrase de conclusion quand même, après tous les efforts qu'on a fait. On obtient... Alors, on obtient la base... On obtient la base orthonormée suivante. Le premier vecteur, c'est 1. Non, je vais écrire E1, E2, E3. E1, E2, E3. Avec... Alors, E1, c'est la fonction qui a t associe 1 sur racine de 2. E2, c'est la fonction qui a t associe racine de 3 demi fois t. Et E3, c'est la fonction qui a t associe ce que j'ai écrit tout à l'heure. Donc, 3 demi de... Je peux même le simplifier en racine de 5 demi. Moins 1 tiers plus t carré. Voilà, ça c'est les trois fonctions. C'est des fonctions qui sont définies sur moins 1, 1. Donc, c'est le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Alors, maintenant, on veut déterminer un projeté orthogonal sur un plan. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que quand on a un espace vectoriel de dimension finie, ici P, c'est un sous-espace vectoriel de R3. Comment on fait pour voir ça? Eh bien, tout simplement... Regardons la condition qui est imposée par P, c'est cette condition-là. Ça, c'est bien l'équation d'un plan parce que c'est bien sous la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0.
avec A égale 1, B égale 1, C égale 1 et D égale 0. C'est bien l'équation d'un plan. Un plan vectoriel, c'est-à-dire c'est un plan qui contient l'origine du repère 0, 0, 0. Et en tant que plan, eh bien, il est dimension 2. Donc il est dimension 2, c'est un sous-espace vectoriel de R3. De dimension 2, donc de dimension finie. Et ce qui veut dire que le résultat du cours peut s'appliquer, qui affirme que P plus l'orthogonale, alors P plus l'orthogonale de P, ça fait tout l'espace, ça fait R3. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Alors, je l'écris, puisque P et P orthogonale sont en somme directe dans R3, parce que la dimension de P c'est 2 et c'est bien fini, hein, évidemment. Alors, pour tout vecteur U écrit sous la forme x, y, z appartenant à R3, pour tout vecteur U, il existe un vecteur U1 appartenant à P et un vecteur U2 appartenant à l'orthogonale de P, tel que U soit la somme de U1 et de U2. Alors je rappelle, ça c'est dans P, ça c'est dans P orthogonale. Voilà. C'est à partir de cette écriture que je vais pouvoir déterminer le projeté orthogonal. Puisque le projeté orthogonal sur P, c'est ni plus ni moins que le vecteur U1. Le projeté orthogonal de U, c'est simplement le morceau qu'il y a sur P. Et en l'occurrence, ici, c'est U1. Donc votre but, c'est déterminer le vecteur U1 en fonction de x, y et z, où x, y et z étant les coordonnées de U. D'accord ? Si vous arrivez à faire ça, vous arrivez à déterminer le projeté orthogonal. Si on vous avait demandé le projeté orthogonal sur P orthogonal, eh bien là, il aurait fallu déterminer U2. Mais en fait, on se rend compte que déterminer le projeté orthogonal sur U2, c'est plus simple. Et c'est ce qu'on va faire. On va déterminer U2, mais si on a U2, eh bien on a U1, puisque U1, c'est simplement U moins U2. Ok ? Donc là, on a l'idée de se dire, déterminer U2, c'est plus simple. Pourquoi ? Puisque U2, ça appartient à l'orthogonale de P, et l'orthogonale de P, c'est très facile de savoir que là, vous avez un plan, et vous savez très bien que les coefficients qui apparaissent devant vous donnent un vecteur normal. D'accord ? Donc, je fais juste un petit dessin très rapide. Là, j'ai P et un vecteur normal que j'appelle N. Bien, c'est simplement un vecteur normal, c'est simplement donné par les coefficients qui apparaissent devant x, y et z. Donc, votre P orthogonal, vous savez ce que c'est vect du vecteur N. Alors, je l'écris. J'écris tout ça. Alors, un vecteur normal au plan P au plan P d'équation x plus y plus z égale 1 est le vecteur 1, 1, 1. Alors, petit dessin. Voici P, c'est un plan. C'est un plan vectoriel, c'est-à-dire qu'il contient l'origine. Là, j'ai 0, 0, 0. Et là, je vais avoir... Alors, je le fais en tout petit. Ça, c'est N. Et en orange, peut-être un peu plus petit.
en orange, c'est P orthogonal que j'ai fait. P orthogonal, c'est une droite. C'est la droite dirigée par le vecteur n. Okay, donc, quand on a une droite et qui est dirigée par un vecteur, on sait très bien l'écrire, hein, c'est vecte de 1, 1, 1. Voilà, vecte de 1, 1, 1. Mais on sait que U2 appartient à P orthogonal. Donc, il existe une constante A telle que U2 s'écrive sous la forme A multiplié par ce vecteur A, 1, 1, 1. C'est-à-dire que ça fait A, A, A. Alors, A, A, A. Mais nous, c'était U1 qui nous intéressait. Hein. Donc, que vaut U1 ? U1, c'est simplement U moins U2. Les coordonnées du vecteur U, c'était x, y, z. Donc, ça fait x moins a, y moins a, z moins a. Voilà. Mais, puisque... Alors, les conditions sur U1. U1 est un élément de P. U1 est un élément de P. Et pour pouvoir être un élément de P, il faut que la somme de ses coordonnées fasse 0. Alors, ici, ceci est la première coordonnée de U1, ceci est la première coordonnée de U2, et la dernière coordonnée de U, enfin, x, y et z en majuscule, c'est les coordonnées de U1. Et pour appartenir à grand P, il faut que la somme des coordonnées du vecteur en question fasse 0. Donc là, je vais traduire ce que ça veut dire que U1 appartient à P, ça veut dire que la somme de ces coordonnées fait 0, et donc x plus y plus z est égal à 0. Je vais écrire ce que ça va me donner. Mon but étant de trouver petit a, hein, c'est ce petit a qui me dérange, il faut que je le trouve. Alors, x moins a, première coordonnée de U1, plus deuxième coordonnée de U1, plus troisième, est égal à 0. D'accord ? Donc, x plus y plus z moins 3a est égal à 0. Attention, on peut être très tenté de dire que ça fait 0, mais absolument pas. Pourquoi ça ferait 0 ? Alors, c'est quoi x, y, z déjà ? X, y, z, c'est les coordonnées d'un vecteur quelconque. On n'a jamais dit que x, y, z, c'était les coordonnées d'un vecteur de P1. Le vecteur U ici n'appartient pas forcément à P. C'est un vecteur quelconque de R3. Donc la somme de ces coordonnées ne fait pas forcément 0. Ça ne fait pas 0. Hein. Et alors, donc là, on peut trouver facilement petit a. Petit a, c'est un tiers de x plus y plus z. Et on a donc... À la base, c'était U1 qu'il nous fallait. Et donc, U1, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait U moins U2. U moins U2. Alors, U, c'est X, Y, Z. Et U2, c'était quoi ? C'était X moins A. Alors là, je suis un petit peu là. Alors, je vais peut-être bien l'écrire. Bien écrire ça parce que je vais faire un petit copier-coller. Donc x moins a virgule y moins a
virgule z moins a. Alors maintenant, il faut calculer, voilà, ça fait un vecteur. Vous savez additionner, soustraire des vecteurs. Il faut additionner tout ça. Alors je l'avais fait, donc je vais vous donner directement la version simplifiée. Alors ça fait un vecteur avec 3 coordonnées. La première coordonnée, c'est 2 tiers de x moins 1 tiers de y moins 1 tiers de z virgule moins 1 tiers de x plus 2 tiers de y plus 1 tiers de z virgule, et la troisième coordonnée, moins 1 tiers, moins 1 tiers, 2 tiers. Voilà. Ça, c'est le vecteur U1. Finalement, le projeté, finalement, pour tout vecteur U, s'écrivant sous la forme x, y, z, pour tout vecteur U de R3, le projeté orthogonal sur le plan P du vecteur U, eh bien c'est ce qu'on a trouvé là, ce qu'on a écrit là. Je le copie là, hop. On va faire des petites modifs. Et voilà. Je modifie juste des petits trucs pour que ça soit plus lisible. Voilà. Ça, c'est le projeteur orthogonal du vecteur U. On veut sa matrice, donc là, c'est très simple. On calcule... l'image de la base canonique par P. Donc P de 1, 0, 0, ça va faire 2 tiers, moins 1 tiers, moins 1 tiers. P de 0, 1, 0, ça va faire moins 1 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers. Et P de 0, 0, 1, ça fait moins 1 tiers, 2 tiers. Moins 1 tiers... Ouais, moins 1 tiers, 1 tiers... je vérifie juste... Non, c'est plutôt... je pense que là, il y a une erreur. Plutôt un moins ici. Voilà. Moins 1 tiers. Moins 1 tiers. 2 tiers. Donc, la matrice de P dans la base canonique de R3 c'est une matrice de taille 3,3. La première colonne étant ce vecteur-là, la deuxième colonne étant ce vecteur-là, la troisième colonne étant ce vecteur-là. Vous remarquez qu'il y a des 1 tiers partout, enfin des dénominateurs égaux à 3 partout. Alors, je vais factoriser évidemment par 1 tiers pour me faciliter la vie. Donc, 2 moins 1 moins 1. Ensuite, moins 1, 2 moins 1. Et moins 1, 2. Voici la matrice
de la projection orthogonale sur le plan P, parallèlement à P orthogonale, dans la base canonique. J'accélère un petit peu. Alors, déterminer un inf. Déterminer une borne inférieure. Alors, ce qu'il faut, c'est traduire, c'est interpréter cette question comme la recherche d'une distance entre un vecteur et un espace vectoriel. Parce que la définition, si vous regardez bien, la définition d'un vecteur à un sous-espace vectoriel, qu'est-ce que c'est? C'est défini comme c'est défini comme l'inf sur les z de z moins y. Alors, c'est l'inf de x moins z. Voilà, c'est défini comme cette borne inférieure. Donc, on se dit, bah, là aussi, il y a une borne inférieure à calculer, donc peut-être que, en fait, cette intégrale n'est ni plus ni moins que la norme de quelque chose, et peut-être qu'en fait, ce qu'on me demande de calculer, c'est la distance d'un vecteur, un vecteur particulier d'un espace particulier, à un sous-espace vectoriel. Donc ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, il ne faut pas s'en priver. Donc là, dans ce cas précis, ce calcul est en fait un calcul de distance d'un vecteur à un sous-espace vectoriel. Alors, on va travailler avec l'espace vectoriel E, des fonctions continues de 0 à 1 à valeur dans R. Il faut lui donner un produit scalaire. Alors, muni du produit. On peut se demander, mais quel est le produit scalaire qu'on va mettre? On a deux fonctions, alors, quel est le produit scalaire? Là, vous voyez que vous avez une intégrale entre 0 et 1. Vous avez une intégrale entre 0 et 1, et il faut se rappeler toujours des produits scalaires, les produits scalaires classiques qu'il faut avoir en tête. Avec les fonctions, le fait d'intégrer le produit de ces deux fonctions vous donne un produit scalaire. Okay, bon, on va prendre ça. Si c'était intégré entre moins 1 et 1, ça marche aussi. Hein. Peu importe, c'est pas trop important ça. Entre moins 1 et 1, bon, ça marche aussi. Alors, le produit scalaire, ça va être f scalaire g. Qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale entre 0 et 1 de f de t, g de t, et ça c'est vrai pour tout fg appartenant à E. J'ai identifié l'espace vectoriel avec lequel je vais travailler. Maintenant, il va falloir identifier le sous-espace vectoriel. Alors ça, c'est des choses qu'on vous donnera en indication. Je ne pense pas que c'est à vous de les trouver, mais si vous les trouvez, c'est encore mieux. Ici, vous voyez, il y a AT plus B. Il y a T carré moins AT plus B. Le tout au carré. En fait, on peut voir ça. Ce AT plus B, déjà, doit vous mettre la puce à l'oreille. Vous devez vous dire, c'est A fois T plus B fois 1. En fait, AT plus B, c'est une combinaison linéaire de T et de 1. Et moi, je veux des fonctions, parce que je travaille avec un espace de fonctions. Donc, je peux très bien considérer la fonction E1 de T est égale à 1 et E2 de T est égal à T. Et c'est ça, en fait, qui vous met la puce à l'oreille. Donc, AT plus B, ça va être... je vais l'écrire sous cette forme-là. Alors, je vais supprimer ça. Je vais considérer soit f le sous-espace vectoriel de E défini par... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace vectoriel engendré par E1, E2 avec E1. C'est la fonction qui a t dans moins 1, 1, associe 1. Et E2, c'est la fonction qui a t dans moins 1, 1, associe t. Ce qu'on va faire, c'est... on va fixer soit x, on va pas l'appeler x, on va l'appeler v, la fonction définie par
B de t égale t carré. Alors, on se demande pourquoi je fais tout ça. Je suis simplement en train de décrire la borne inférieure que je dois calculer comme quelque chose de connu. Alors, on a alors, et c'est là que vous allez voir que tout va bien marcher, on a alors l'inf que je dois calculer. C'était quoi? C'était la borne inférieure. Intégrale entre moins 1 et 1 de t carré moins at plus b. Tout au carré. Je peux voir ça comme l'inf sur tous les couples AB réels de la norme. Alors je sais que ça se note pas trop x, mais en fait je peux l'appeler x cette fonction. Hein. X de t, hein, c'est pas très. Soit x la fonction x de t égale t carré. Voilà, vous m'en voudrez pas. Donc ça fait x moins AE1 moins BE2. Alors ça fait ça parce que cette intégrale et le carré ici, c'est exactement la norme au carré. C'est exactement la norme au carré de ce vecteur précis, en utilisant tout simplement parce que la norme, c'est la norme au carré, c'est le produit scalaire de ces deux vecteurs. Donc, si vous utilisez la définition de la norme, vous allez tomber sur cette égalité. Hein. Il n'y a pas trop de mystère. Et qu'est-ce que c'est cette borne inférieure? Eh bien, par définition, c'est la distance du vecteur x, vecteur, c'est-à-dire élément de l'espace vectoriel grand E, à grand F. Le tout au carré. Donc là, vous vous rendez compte qu'en fait, ce que vous voulez calculer, c'est la distance d'un vecteur à un sous-espace vectoriel. Calculons alors la distance de x à grand F. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que puisque, alors, peut-être, qu'est-ce qui est le plus simple? On a vu dans le cours que la distance d'un point à un espace vectoriel, qu'est-ce que c'est? C'est x, la norme de x moins pf de x. Et voilà. Alors, et aussi, alors on peut mettre des carrés d'ailleurs. Voilà, et aussi, on a ça. Et d'après le théorème de Pythagore, ça nous fait norme de x au carré moins pf, norme de pf de x au carré. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que x, je peux l'écrire comme x moins pf de x plus pf de x. Le premier morceau appartient à f orthogonal, le deuxième appartient à f. Donc ces deux éléments, premier élément, deuxième élément, sont perpendiculaires. S'ils sont perpendiculaires, alors j'ai l'égalité de... J'ai, le théorème de Pythagore qui me dit que la norme de la somme au carré, c'est la somme des normes au carré. Donc la norme de lui au carré plus la norme de lui au carré est égale à la norme de lui au carré. Et si vous remarquez, dans cette égalité, c'est précisément ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est le théorème de Pythagore, hein, rien de plus. Donc vous vous rendez compte que le projeté orthogonal de x sur f, il faut le calculer. Alors c'est ce qu'on va faire. Peut-être que je vais vous laisser... alors, on va calculer... alors, je réfléchis... je pense que je vais vous laisser le faire, celui-là. On a vu une méthode avant pour déterminer les projetés orthogonales. Okay. Là, la question, c'est de savoir comment traduire cet exercice en termes de choses qu'on connaît, c'est-à-dire distance d'un point à un espace vectoriel.
Donc cet élément-là, je vais vous laisser le faire. Alors on trouve P. Alors ça, c'est un élément qui appartient à grand F. Et grand F, qu'est-ce que c'est? C'est un espace vectoriel, mais à l'intérieur, il y a des fonctions. Okay, c'est des fonctions qui sont définies sur -1, 1. Donc c'est une fonction et vous pouvez l'évaluer. Vous pouvez donc l'évaluer en un point T. Donc c'est de cette façon dont on va dire qu'est-ce que c'est Pf de x. Pf de x, c'est une fonction et c'est la fonction qui a t associée. Alors on trouve t moins 1 sixième. Alors, une fois que vous allez trouver ça, eh bien, vous allez trouver donc la norme de Pf de x au carré. Qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale entre 0 et 1 de t moins 1 sixième au carré. Ça, c'est la définition. Donc là, vous développez, vous faites une primitive. Vous allez trouver 7 sur 36. Et qu'est-ce que c'est la norme de x au carré? La norme de x au carré, x c'était quoi? C'était t au carré. Donc la norme de x au carré, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x fois x, de x de t fois x de t. Donc t puissance 4 dt. Ça fait un cinquième. Voilà. Ça fait... Donc, la distance entre x et f au carré, ça fait 1 cinquième moins 7 sur 36. Et si vous mettez au même dénominateur, bah là, ça sera 180, ça fait 1 sur 180. Finalement, l'inf sur AB réel de l'intégrale entre 0 et 1 de t carré moins at plus b. Alors, c'était pas écrit comme ça, c'est écrit avec un at moins b, le tout au carré dt. Eh bien, on trouve que ça fait 1 sur 180. Voilà, et puis on va s'arrêter là. Hop, si j'arrive à bien le souligner.